Bonjour à tous et à toutes. Dans le cadre du Forum Saint-Laurent 2021, nous avons voulu mettre de l'avant des ouvrages en français qui éclairent des enjeux actuels de sécurité internationale en s'entretenant avec leurs auteurs. Aujourd'hui, on parle du livre Comment Trump a-t-il changé le monde, publié par Charles-Philippe David et Elisabeth Vallet aux éditions du CNRS. Pour nous en parler, je reçois donc Charles-Philippe David, président de l'Observatoire sur les États-Unis et fondateur de la chaire Raoul Dandurand en études stratégiques et diplomatiques à l'Université du Québec à Montréal. Alors, merci Charles-Philippe David d'avoir accepté notre invitation. Merci de prendre le temps. Avec grand plaisir. Dans votre ouvrage, vous parlez de l'impact de la présidence de Donald Trump. Oui, voilà, vous l'avez avec vous. Merci de le montrer. Vous parlez de l'impact de la présidence de Donald Trump sur les relations internationales, le multilatéralisme, entre autres. Alors, qu'est-ce qui vous a décidé à écrire ce livre qui est sorti juste avant le début de la campagne présidentielle de 2020, si je ne me trompe pas? Tout à fait. Ben, écoutez, je ne vais rien vous cacher. Je pourrais commencer par de grandes raisons intellectuelles et on les donnera, mais d'abord et avant tout, vous savez, on a une pandémie, hein? Alors, je me suis vite rendu compte que j'allais un petit peu m'ennuyer à rester confiné chez moi et à regarder les quatre murs. Et après avoir terminé l'autre livre, en passant, qui s'intitule L'effet Trump, son impact sur la politique étrangère des États-Unis, qui a été publié d'ailleurs aux presses de l'Université de Montréal, j'ai décidé, après avoir écrit ce livre-là, qu'il manquait un autre livre quand même. Il manquait une autre question importante. Une fois qu'on a qualifié, expliqué la politique étrangère de Trump, vue de l'intérieur, si je puis dire, de la Maison-Blanche, vue de l'intérieur des États-Unis, mais quel est le résultat et l'impact de cette politique étrangère pour le reste de la planète? Et c'est en réfléchissant, alors là, c'est la raison intellectuelle, en réfléchissant à la relation entre Trump et le monde, que je me suis posé la question, mais qu'en restera-t-il de cette politique étrangère en termes de structure internationale, d'ordre international, d'impact sur les différentes facettes de la vie internationale, ce qui a mené à l'écriture de ce livre avec ma collègue Elisabeth Vallet. Justement, vous avancez dans le livre que les 4 années de la présidence Trump ont été un tournant historique. Vous dites aussi un moment de bascule. En quoi est-ce que l'administration Trump a changé la donne? Pourquoi est-ce que vous dites ça? Et qu'est-ce que ça veut dire pour le fameux leadership américain qu'on dit déjà sur le déclin depuis un petit moment? Vous posez d'excellentes questions. Je pense que si je devais résumer l'impact, je dirais qu'il a consacré le recul des relations internationales par l'absence de leadership américain dans cet exercice de leadership au sein du multilatéralisme, de la diplomatie internationale et ainsi de suite. Je ne dis pas que Donald Trump et sa présidence sont à l'origine de ce recul. Le recul, à mon avis, il a commencé depuis un petit moment, mais il a été géré d'une manière ou d'une autre, tant bien que mal, par les présidents qui l'ont précédé. Et il y a eu des moments, si vous voulez, de reprise de ce leadership et de hausse, que je qualifie un peu comme la hausse boursière, et des moments de chute boursière qu'on a vécu. Mais Trump, nettement, c'est plus qu'une chute, c'est un désastre, c'est une crise sans précédent du leadership américain sur la scène internationale. Et donc, j'ai voulu, avec Elisabeth, analyser en quoi ce recul a fait reculer, pardon le pléonasme, les relations internationales dans plusieurs domaines. Et nous nous sommes distribués les domaines et nous avons scruté chacun d'entre eux et ce recul est observable dans chacun d'entre eux. Et le lien entre la politique étrangère de Trump et les reculs systémiques sont tout à fait probants en partie et sinon en totalité parfois. Donald Trump et ses décisions de politique étrangère ont accéléré le recul des relations internationales. Mais le sous-titre de votre livre, d'ailleurs, c'est Le recul des relations internationales. Donc, comme ça, c'est clair. Et dans l'ouvrage, vous mentionnez plusieurs types de recul majeurs, comme par exemple le recul démocratique, diplomatique, sécuritaire, entre autres. Alors, en matière de sécurité internationale, puisqu'on est au Forum Saint-Laurent, virtuellement, quels sont les enjeux clés qui sont abordés dans votre livre? Je pense que comme on l'explique, il y a un retour de la concurrence entre grandes puissances. Elle n'est jamais disparue, cette concurrence. Elle a toujours été marquante. Mais force est d'admettre qu'elle s'est amplifiée, elle s'est accélérée durant la présidence de Trump.
Et d'ailleurs, prenez-le pas de moi, mais de ce président, les documents de sécurité nationale, les documents de stratégie font mention explicitement du terme concurrence entre grandes puissances. Donc, la volonté est très affirmée de la part des États-Unis sous Trump de tenir tête et de concurrencer à la fois la Chine et la Russie dans la maîtrise des rapports stratégiques internationaux. Donc, sur le plan sécuritaire, c'est très clair qu'on assiste à un recul dans la mesure où, auparavant, il y avait quand même des lueurs d'espoir en termes de coopération parfois, en termes d'organismes ou d'institutions qui pouvaient faire ensemble, qui pouvaient faire qu'ensemble, les grandes puissances pouvaient parvenir à certaines solutions. Preuve en est d'ailleurs le peu d'influence désormais qu'exerce le Conseil de sécurité de l'ONU pour la gestion des crises internationales. C'est la preuve, selon moi, qu'on assiste à un recul évident dans ces rapports entre grandes puissances. Mais justement, on parle aussi de la fin ou des risques de la fin du multilatéralisme. Est-ce que c'est rattrapable? Oui, c'est rattrapable. Et je dirais que c'est peut-être dans ce domaine-là où l'administration Biden peut réparer un peu les pots cassés et faire en sorte, un peu à l'image de la bourse, qu'on assiste à une petite hausse boursière. Est-ce que ça va régler tous les problèmes? Non. Est-ce les États-Unis peuvent retrouver leur statut de leader d'un monde unipolaire? C'est disparu, c'est terminé, c'est exclu. Mais dans la gestion de ce trilatéralisme, voire multilatéralisme stratégique, il est bien possible que Joe Biden puisse recruter de nouveau des alliés, refaire les ponts avec, par exemple, les alliés européens, faire en sorte qu'il soit possible de régler même avec certains des ennemis des États-Unis, certains litiges et certains problèmes qui sont quand même importants sur le plan de la sécurité. Par exemple? L'Iran, vous l'avez dans l'actualité présentement, je pense qu'il est possible, tout le monde a un peu cet espoir, qu'il soit possible pour les États-Unis et l'Europe de ramadouer un peu cet accord de 2015 qui a été déchiré par Donald Trump en 2018. Donc, il est possible peut-être de retourner à cet accord, mais ce ne sera pas le même accord et ce ne sera pas dans le même contexte et il y aura beaucoup de conditions qui y seront rattachées. Mais c'est un exemple de reprise un petit peu ou de frein apporté au recul des relations internationales. Alors, sur l'écriture du livre, en temps de pandémie, j'ai envie de vous demander à quel point est-ce que le contexte justement sanitaire, le contexte de la pandémie a impacté l'écriture de votre livre, parce que j'imagine qu'en termes d'accès à l'information, mais aussi en termes de changement perpétuel de ce qui est en train de se passer, même avec l'arrivée des élections, ça a dû impacter l'écriture du livre. Alors, quel a été l'effet de la pandémie sur votre travail? Vous posez deux bonnes questions, en fait. La première, c'est qu'à mon avis, la pandémie nous a démontré, en tout cas m'a démontré, que le recul du leadership américain était consacré justement par cette crise et dans cette crise. Parce qu'il y a une époque où les États-Unis auraient été au devant des solutions, au devant des moyens par lesquels la communauté internationale aurait pu mettre sur pied, par exemple, des programmes d'aide vaccinale pour les pays en voie de développement ou les pays du Sud. Ça n'a pas été le cas. D'harmoniser les réponses occidentales pour faire en sorte qu'il soit possible d'avoir une réponse commune, organisée, coordonnée face à la crise de la pandémie, ça n'a pas été le cas. Trump n'avait que les yeux que tournés sur son auditoire domestique et l'auditoire international. D'ailleurs, il a quand même accusé la Chine, enfin, il a quand même qualifié le virus de virus chinois. Il n'y avait aucune volonté de coopération, si bien d'ailleurs qu'il s'est retiré non seulement de l'Organisation mondiale de la santé, mais de l'entreprise ou de la volonté de mettre sur pied un système d'aide pour le vaccin. Donc, c'est très clair pour moi. La deuxième partie de votre question, c'est, je pense que la façon de traiter ça est justement de prendre du recul. Et en regardant un peu tout ce que j'ai lu depuis 4 ans ou 5 ans sur l'administration Trump et sur les États-Unis, m'a permis de prendre un moment et une pause pour juger un peu de où se situe la politique étrangère américaine aujourd'hui dans la trame historique qui évolue depuis des décennies. Et d'où cette notion de recul. Je pense, peut-être quand on est dans l'action, on le voit moins que lorsqu'on est à l'extérieur. Et puis il y a aussi le fait de parler de Trump et de l'administration Trump, mais il y a des proches de Donald Trump, il y a des conseillers en particulier, je pense à Peter Navarro, mais il y en a plein d'autres. Alors, qui sont les personnages justement qu'il faut mentionner quand on pose cette question, est-ce que Trump a changé le monde?
Bien, et c'est aussi une bonne question, et c'est l'objet de mon autre livre, L'effet Trump. Euh, je parle des conseillers. Et ce qui est frappant dans le cas de Trump, c'est qu'il n'a pas écouté ses conseillers. D'habitude, un président, quand même, écoute ses conseillers, un peu, beaucoup, passionnément. Il leur donne raison ou pas, mais il les écoute. Dans le cas de Trump, on voit très bien, et d'ailleurs, la tendance s'amplifie au fur et à mesure qu'on avance, et durant cette pandémie, cela a été encore plus le cas qu'auparavant. Il n'a pas écouté jamais ou presque ses conseillers, que ce soit les conseillers sur la santé, les conseillers sur les affaires étrangères, il n'en a fait qu'à sa tête. Je pense qu'on peut résumer la politique étrangère de Trump. Ce qui est bon pour moi est bon pour le pays. Et ça ne s'est évidemment pas avéré, car il n'a jamais mis l'intérêt des États-Unis et du monde avant son propre intérêt. Et c'est un peu dommage parce que non seulement les Américains en ont pâti, mais je pense que l'ensemble de la planète a vraiment récolté, a subi les effets de cette prise de décision beaucoup trop personnalisée. Et en espérant que Joe Biden, enfin, que le duo Biden-Harris écoute ses conseillers, qu'est-ce que vous pourriez conseiller? Quelles recommandations pourrait-on faire justement aux décideurs en termes de politique publique, de positionnement stratégique, que ce soit à des conseillers américains, des dirigeants américains ou canadiens, puisqu'on est au Canada quand même? Ce serait prétentieux de ma part de les conseiller et il est très bien conseillé par notamment deux gars absolument brillants du nom de Jake Sullivan et Anthony Blinken, entre autres, qui ont longuement mûri et réfléchi sur les enjeux internationaux. Mais je dirais que pour l'instant, selon moi, les 100 premiers jours, parce qu'on y est presque de cette administration, démontrent l'expérience, d'une part, de ce président, tout le contraire évidemment de Trump, et d'autre part, démontrent qu'ils ont un plan de match. Il sera adapté et amendé au fur et à mesure que les événements vont se produire, mais ils ont une vision ou une stratégie qu'ils essaient de mettre en place. Tout le contraire également de Donald Trump, dont la politique étrangère, bon, je vous dirais politique intérieure aussi, était très intempestive et soumise à l'improvisation. Donc, pour les deux raisons que j'ai mentionnées, il est possible que ce recul soit freiné, que ce leadership américain soit réaffirmé. Pour autant, je vous dirais quand même, il ne faut pas se leurrer, le contexte a changé. Et d'ailleurs, on voit dans les réactions de Xi Jinping et de Vladimir Poutine l'effet maintenant de résistance. Le recul amène la résistance de ces pays à l'idée que les États-Unis pourraient restaurer son leadership. En revanche, il est clair que Biden est accueilli à bras ouverts par le premier ministre canadien, par les chancelleries occidentales, européennes, le premier ministre du Japon qui lui a rendu visite, le premier ministre de l'Australie. Il y a une volonté de replâtrer les morceaux, encore une fois, qui ont été brisés. Ce ne sera pas évident. La compétition demeure féroce. Les enjeux aussi demeurent très difficiles, notamment sur le plan sécuritaire, puisqu'on parle du Forum Saint-Laurent. Je pense qu'en Asie de l'Est, notamment Taïwan et la mer de Chine méridionale, et en Europe de l'Est, quand on mentionne évidemment l'Ukraine et les velléités russes sur le Donbass, sans passer sous silence tout de même encore les changements au Moyen-Orient en fonction de l'Arabie saoudite, le Yémen, l'Iran, ça reste que les relations internationales sont très volatiles. Nous souhaitons bonne chance à cette administration Biden, mais les fondations ont été durement ébranlées de la politique étrangère américaine. Alors, on leur souhaite bonne chance. J'ai une dernière question avant de terminer pour revenir aux relations entre les États-Unis et le Canada, justement. Qu'est-ce qui a changé avec l'administration Trump et qu'est-ce qu'on peut espérer voir dans les prochaines années avec la transition? Ben, je pense, si je devais résumer, sous Trump, c'est la première fois que le Canada a franchi le cap d'être perçu autant parfois par Trump comme un ennemi que comme un ami. Et notre premier ministre a dû prendre conscience, avec les tarifs douaniers notamment et la remise en question du traité de libre-échange qui a mené à la signature d'un autre traité de libre-échange, à quel point nous prenions pour acquis que nos relations entre ces deux pays, tellement amis depuis si longtemps, étaient solides. On a pris un peu trop pour acquis que cette relation ne pouvait pas changer. Et sous Trump, elle a changé ou elle a été en tout cas mise à mal. On a bon espoir, évidemment, qu'avec Biden, les choses aillent mieux.
Cependant, il reste un dossier sur lequel on a compris que les États-Unis seraient sans pitié, et c'est celui du protectionnisme sur le plan commercial. Les États-Unis, avec le Buy American Act de Biden, démontrent à quel point le Trumpisme reste quand même bien ancré dans les réactions commerciales américaines de vouloir protéger leur marché, même si c'est aux dépens d'amis comme le Canada et avec des traités de libre-échange où nos deux économies sont autant intégrées. Donc, cela consacre aussi une forme de recul dans nos rapports entre les deux pays. Alors, le Trumpisme va laisser des traces. Je pense que oui, et dans tous les cas, ça laisse des traces. On n'a abordé qu'une partie de ce qu'on aborde dans le livre, parce qu'il y a bien d'autres domaines où je m'inquiète de l'avenir des rapports internationaux, par exemple sur le plan normatif, quand les États-Unis étaient au-devant pour proposer quand même des innovations intéressantes. Et là, on ne propose plus d'innovation. Au contraire, on met fin même à des pages d'histoire et des traités importants sur le plan international. Et là, il ne faut jamais oublier qu'aux États-Unis, maintenant, la politique étrangère américaine, que ce soit Biden ou Trump, est largement subordonnée aux aléas, aux exigences et aux contraintes de la politique intérieure. Bref, l'hyperpolarisation qui se déroule à Washington entre les partis politiques a aussi une résonance et consacre aussi un recul de la politique étrangère américaine, parce que l'intérêt national américain maintenant est perçu comme devant être un intérêt d'abord et avant tout pour les Américains, pas pour le monde. Ça aussi, c'est une nouveauté dans l'histoire de cette politique étrangère et qui, à mon avis, va poser problème de plus en plus, même pour une administration aussi talentueuse que celle de Biden, Harris et leurs conseillers. Et ça se résume dans la phrase America First, dont on a tellement entendu parler dans les prochaines années. C'est vrai, America First de Trump versus America is Back de Biden. On verra où ça nous mène. C'est pas évident. Je n'oserais pas prédire quoi que ce soit. Bon, on n'a pas de boule de cristal, mais en tout cas, merci beaucoup Charles-Philippe David. Je rappelle qu'on a présenté votre livre, si vous le voulez le montrer à nouveau. Voilà, comment Trump a-t-il changé le monde? Donc, on conseille à tous nos auditeurs et nos auditrices d'aller l'acheter et le lire. Merci beaucoup à vous. Merci pour l'entrevue. Bonne lecture!